Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Nous avons déjà consacré une émission au Crop Circle. Notre invité d'alors n'a jamais caché son profond scepticisme quant à l'origine extraterrestre de ces dessins qui apparaissent dans des champs. En effet, selon lui toujours, les dessins les plus sophistiqués semblent être d'origine tout à fait humaine. En revanche, certains des dessins qui apparaissent laissent ou laisseraient les spécialistes dubitatifs. Christian Comtesse, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable des repas ufologiques strasbourgeois. Oui. Qui ont lieu une fois par mois, j'imagine. Tous les premiers jeudis du mois au restaurant de la Chaîne d'Or à Strasbourg. Bien. Alors, on en parlera tout à l'heure, et puis des repas ufologiques en règle générale, puisque vous êtes très actif dans cette association au niveau français. Mais on va bien entendu ouvrir avec vous le dossier des Crop Circle, et notamment sur celui qui est apparu dans votre région en 2007, sur lequel vous avez enquêté. On y reviendra tout à l'heure, mais pour l'heure, ceux et celles qui nous écoutent, vous le savez, vos questions, vos commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez nous appeler si vous avez vous-même découvert ou vu des Crop Circle quelque part dans la région où vous habitez, au 0826 300 300, vous nous appelez, Morad est au standard. Vous pouvez également intervenir par SMS au 71 200. Vous tapez sur votre portable le mot Sud, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Il arrivera directement sur l'écran que j'ai sous les yeux. Nous allons parler durant 7 heures des Crop Circle. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Les Crop Circle sont au centre de dossier des aventuriers de l'étrange de ce soir, avec mon invité Christian Comtesse. Alors, Christian Comtesse, d'abord, avant même de parler des Crop Circle, qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner, vous, un jour, être passionné d'ufologie? Ah ben ça c'est toujours la vieille histoire, et je crois qu'on doit beaucoup à ce personnage presque mythique de notre milieu, qui est Jimmy Dieu. Et c'est à la suite d'une lecture d'un ou de plusieurs livres de ce monsieur que j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce phénomène. Ouais. Je n'avais jamais été témoin de quoi que ce soit avant, mais c'est vrai que ce dossier me paraissait un peu étrange, un peu bizarre, et je m'y suis intéressé. J'ai ensuite eu la chance de rencontrer un ufologue de la région de l'Est de la France, de Sarreguemines, ouais. Et j'ai travaillé un petit peu avec lui sur le terrain pour faire des enquêtes sur des témoignages, sur d'éventuels atterrissages, etc. Voilà. Ah oui, vous avez quand même pas mal enquêté alors. Ah oui, bon, j'ai enquêté un petit peu sur le terrain, j'ai un petit peu laissé tomber aussi dans les années 80, et puis j'ai repris en 81 lorsque mon voisin direct est venu taper à ma porte à 2h du matin en me disant que pour un trajet habituel de 10 minutes, oui. Il avait mis 1h30 pour faire ce trajet suite à une observation d'un objet volant non identifié. Ah bon? Oui. Alors à l'époque on parlait pas trop, j'étais pas vraiment encore expérimenté en la matière, et puis on parlait pas trop d'adduction et de choses comme ça. Mais quand j'ai vu débarquer toute la famille, la femme et les enfants à 2h du matin dans ma maison, je me suis dit effectivement il y a quelque chose de vraiment très très curieux qui s'est passé. Et on a eu vraiment du mal, d'ailleurs on a même dû appeler les médecins parce que la dame était en train de faire une crise de nerfs.
La maman habitait à une dizaine de minutes de leur appartement. Ouais. Et ils ont mis, à la suite de l'observation de cet objet volant, ils ont mis plus d'1 heure et demie pour arriver. Et on ne sait pas comment, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette heure et demie. Mais alors attendez, parce que là, ça vaut le coup qu'on s'arrête un petit peu sur ce cas, effectivement, puisque du coup, c'est un cas de première main. C'est vous qui l'avez le premier reçu le témoignage. Donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? C'est-à-dire que du point A au point B, de chez leur mère, on va dire, jusqu'à leur domicile, il y a 10 minutes de route. Voilà, alors pour ceux qui connaissent un petit peu la région... non, là, on est tous du sud-ouest, si vous voulez, donc ça va être un peu compliqué. On est bien écouté sur Internet. Ah bon? Donc, on vous écoute bien, vous inquiétez pas. Donc, c'est gentil. Allez-y, dites-nous. Il y a deux villes qui s'appellent une Sarreguemines, que beaucoup de gens connaissent pour les faïences, bien sûr. Et un autre village qui s'appelle Putange-au-Lac. Entre les deux villages, il y a à peu près un quart d'heure de route, même un petit peu plus, 20 minutes. Mais la maison de cette maman était à mi-chemin entre Putange-au-Lac et Sarreguemines. Donc 10 minutes, quoi, vraiment. Donc, bien tassé, à peu près 10 minutes. Ils venaient de fêter un anniversaire ou je sais pas trop quoi, c'était un dimanche soir, et ils sont rentrés. Oui. Ils ont fait une observation d'un ovni qui les a suivis en voiture. Donc ils ont vu quelque chose comme ça au-dessus de la voiture. Enfin, on était en pleine nuit, hein. On était en pleine nuit, hein. On est d'accord. Ils avaient l'impression d'avoir une voiture qui volait au-dessus d'eux, avec les phares dirigés vers leur propre voiture. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Ah oui, effectivement. Voilà. D'accord. Et ils ont été pris de panique pratiquement. Et puis pour eux, le voyage s'est déroulé d'une traite. Seulement, quand ils sont arrivés à la maison, ils ont regardé les horloges et ils se sont rendus compte qu'ils ont mis plus d'1 heure et demie pour arriver chez eux à la maison. Et donc, il était à peu près 1h30 du matin. Le monsieur, sachant que je m'occupais un peu de ce genre de phénomène, à 2h du matin, il est venu taper à la porte. Pour qu'il ose vienne. Il avait juste un étage à descendre, donc il est venu taper à ma porte. Et j'ai vu arriver chez moi un couple apeuré avec 2 enfants dans les bras, ou même les enfants qui étaient en bas âge. Un devait avoir 1 an et demi, et le deuxième il devait avoir 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Et même les enfants étaient blancs comme des linges, et on a dû avec ma femme appeler le médecin pour faire des calmants. Et vraiment c'était une chose assez bizarre, assez étrange. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais la perturbation on ressentait, ma femme et moi, le désespoir, le désarroi de ces gens-là. C'est-à-dire que pour qu'ils viennent vous réveiller à 2h du matin, il fallait que ce soit pour eux excessivement grave quand même. Ah oui, c'était excessivement grave, hein, parce que chez nous... on n'avait pas l'habitude de déranger des gens pour rien. Ils savaient que quand ils devaient venir, il fallait qu'ils préviennent, etc. Donc, on avait quand même une vie assez réglée. Bien sûr. Et là, pour venir en plus avec la femme et les enfants sous les bras, c'est fou. C'est fou. Et là, on a passé 5-6 heures comme ça. D'ailleurs, je suis même pas allé travailler, puisque je pouvais pas laisser ma femme avec... ils voulaient même plus rentrer chez eux à la maison. Ils voulaient même plus. Ils voulaient rester avec des gens qui puissent leur parler, etc. C'était vraiment de la panique, hein. Ah, la panique complète. Mais alors, ils ne savent pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en anglais missing time, c'est-à-dire un temps qui est perdu, évaporé. On ne sait pas trop comment l'expliquer, mais eux, il y a 1 heure de leur vie, de leur temps, qui a disparu, dont ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent pas ce qui s'est passé, pas du tout, rien du tout. On a été voir la gendarmerie. La gendarmerie a pris des dépositions, naturellement avec le rictus aux lèvres le lendemain. Ils ont été sur place, on n'a rien vu. On a juste aperçu des traces de voitures qui étaient un peu dans le bas-côté, comme ça, à peu près à l'endroit où ils avaient vu l'objet pour la première fois. Et c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont vu. Donc, pas d'éléments matériels, rien. Et ils ont réussi à s'en sortir de quelle manière psychologiquement? Est-ce que ça s'est stabilisé après? Ils ont pu reprendre un cours de vie normal?
Ah ben moi d'abord, je les ai assistés du mieux que j'ai pu parce que bon, j'étais aussi un petit peu jeune à l'époque. J'étais pas, comme je vous l'ai dit, un expert en ufologie et c'est cet événement d'ailleurs là qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier et qui m'a vraiment lancé dans le phénomène OVNI en tant que militant, quoi, presque. Ouais. Et j'ai fait appel donc à un collègue qui était un petit peu plus expérimenté que moi, et je pense que une fois qu'ils ont été pris en charge par lui, ils ont été quand même assistés par un psychologue qui était à l'époque aussi assez mal vu, parce que si à l'époque on se faisait assister par ce genre de personnes, c'est qu'on était fou, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui. Là, cette expérience que vous êtes en train de nous raconter remonte à combien d'années? C'était en 1981. Oui, effectivement, oui, ça remonte à loin. Oui, ça remonte à loin. Et je recherche, parce que j'ai perdu de vue, j'ai pas gardé les documents de l'enquête, j'ai perdu de vue le monsieur et je le recherche actuellement. Il doit savoir qui il est s'il nous entend. Oui. À ce moment-là, il prendra certainement contact avec moi. Oui. Mais c'est quand même fascinant. Vous en avez reparlé après avec eux une semaine, un mois, 2 mois après Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai déménagé dans le courant de l'année 81. On en a reparlé parce que pratiquement pendant 4 ou 5 mois, tous les soirs, ils étaient chez nous à la maison. Ouais. Hein, on n'habitait pas loin, donc il n'y avait pas de gros problèmes. Mais je sais que pendant 2 nuits, on a gardé les enfants chez nous. Ils ont dormi sur le canapé dans la maison parce qu'ils avaient tellement peur de rester seuls. Qui n'ont pas pu réintégrer leur logement. Ils ne voulaient même plus retourner sur les lieux avec nous. Ah oui, c'est un vrai traumatisme. Hein. Oui. Si les gendarmes n'avaient pas été là, ils seraient pas retournés. Ouais. Et d'ailleurs, pendant aussi loin que je puisse me souvenir, pendant longtemps d'ailleurs, ils ont pris un autre chemin pour aller chez leur mère plutôt que de reprendre la même route. Ouais. Et aucun souvenir n'a pu remonter à la surface, même en rêve, même sous hypnose. Peut-être ça aurait été intéressant de tenter le coup. C'est vrai que ces Missing Times, s'ils étaient connus par mon collègue, par moi, ça ne l'était pas. Je vous ai dit, j'étais pas vraiment un expert en la matière à l'époque. Ouais. Mais je ne pense pas qu'ils aient eu des séances d'hypnose ou de tentatives de remémoration de cet événement. Ouais. Je pense que ça s'est plutôt passé avec le psychologue, mais j'ai pas eu vraiment tous les éléments du dossier par la suite. Ouais. Et comme je vous ai dit, j'ai déménagé quelques mois après et j'ai perdu de vue les gens là, et c'est vrai que comme j'étais mineur de fond, j'avais pas vraiment le temps de m'occuper non plus de tout ça. Mais pendant ces quelques semaines que j'ai pu encore contacter ces gens et leur parler, c'est vrai que même aborder le sujet devenait à la fin un peu pénible. Ouais. Vous vous rendez compte qu'en tant que jeune ufologue, si je puis me permettre, vous avez touché à un cas exceptionnel. J'ai non seulement touché à l'époque à un cas exceptionnel, parce que c'est maintenant que je m'en rappelle, maintenant que j'ai 53 ans, maintenant je me rends compte un peu de la situation. Et c'est pour ça que quand je parle à d'autres ufologues ou à d'autres enquêteurs de terrain, je leur dis, méfiez-vous, ne prenez pas à la légère ce que les gens vous disent, parce que bien souvent ils sont perturbés, même si c'est une grosse baraque qui est en face de vous, c'est de l'inconnu, c'est du mystérieux, et tout ce qu'il ne connaît pas fait peur. Donc il faut être prudent et surtout prendre en compte cette détresse, même si elle n'est pas apparente. Oui, tout à fait. Et en 81, pourtant, il me semblait que les gendarmes avaient déjà été un petit peu formés, ou du moins peut-être avaient-ils reçu, vous savez, ces fameux formulaires à remplir en cas de déclaration d'observation d'objets volants non identifiés. Là, la position des gendarmes a été franchement goguenard, quoi. Ils les ont reçus parce que bon, il fallait les recevoir, mais sans plus. Oui, mais ça a toujours été. Et puis dans de grands cas, dans la grande majorité des cas, c'est encore une fois toujours d'actualité. On a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment que ça à faire, de s'occuper de types qui ont des visions un peu particulières et qui viennent en fin de compte les embêter, quoi, parce qu'ils préfèrent peut-être s'occuper d'autres affaires. Oui.
Bon, ce qui est peut-être vrai aussi, ils ont du pain sur la planche, ils ne font pas que ça, effectivement. Exactement. Mais enfin, vous avez touché là à un cas absolument extraordinaire. Alors, avant de continuer, parce qu'il faut qu'on parle des crop circles dans quelques minutes quand même, Christian Comtesse, vous avez un autre cas aussi extraordinaire que celui-là sur lequel vous avez enquêté, parce qu'un cas de missing time, quand même, c'est déjà assez rare. Un autre cas aussi exceptionnel où c'est bon, on va pouvoir passer au crop circle. Alors non, je peux vous raconter ma première observation personnelle qui s'est aussi déroulée au même endroit, c'est-à-dire à Putelange-au-Lac en 1992, Oui. où j'ai pu observer un objet qui cachait les étoiles la nuit. Et durant l'observation, on était en voiture, on s'est arrêté. Durant l'observation, mon collègue et moi, on se parlait, mais on ne s'entendait pas. C'est-à-dire C'est-à-dire que je voyais mon collègue me parler parce qu'il remuait la bouche, parce qu'il me regardait, Oui. mais je n'entendais aucun son. Quand je lui répondais, pareil. On avait les cheveux dressés sur la tête, comme de l'électricité statique. Quand vous passez votre bras le long d'une télévision, vous avez les poils qui se tirent un peu comme ça. Oui. On oui, avait oui. tous les cheveux qui se tiraient comme ça au sommet de la tête. On avait l'autoroute qui passait à 150 mètres. Mhm. Les camions, on ne les entendait pas. Et l'objet avait à peu près la taille d'un terrain de football. Ah oui, quand même. Ouais. Mais il était lumineux, éteint, noir, il était... C'était un objet quasiment rectangulaire qui était plus sombre que le fond de la nuit. Oui. On voyait juste une espèce d'ombre comme ça qui passait devant notre... entre nos yeux et les étoiles. Oui, 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 oui. Et ça aurait été pour moi un nuage, ça aurait été n'importe quoi d'autre s'il n'y avait pas eu ce phénomène d'électricité statique et cette coupure du son complète. Mhm. Il n'y avait plus un bruit. Imaginez-vous que vous êtes dans une pièce, il y a certaines pièces, surtout en audiovisuel, où il n'y a aucun son. Oui. On est mal à l'aise parce que justement il n'y a pas de bruit. Exact, exact. Eh ben, imaginez-vous ça. Mais en pleine nature. Ouais. Et là, c'était en 1992. 92. Ouais. Et cette observation a-t-elle duré longtemps? Ça a duré une dizaine de secondes à peu près. Ah oui, c'est assez fugitif quand même, C'est mais... assez fugitif. Bon, c'est-à-dire que nous étions en train de rouler, j'ai vu l'objet, le temps de lui dire écoute, arrête-toi, il y a quelque chose qui se passe, le temps qu'il comprenne, il s'est passé une dizaine de secondes. Ouais. Je suis descendu de la voiture, nous avons eu ces effets d'électricité statique immédiatement, une fois qu'on était descendu de la voiture. Ouais. Et après, j'ai encore pu voir l'objet pendant une dizaine de secondes. Ouais. Donc ça faisait grosso modo une totalité de 20 secondes. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, ouais. Mais les éléments sont en dehors de ce phénomène d'électricité statique. Mhm. Il n'y a pas d'éléments concrets. On n'a rien vu de vraiment spécial. On a vu un truc rectangulaire qui cachait les étoiles. Ouais. Alors c'est des observations qui sont comme ça, qui valent ce qu'elles valent, mais qui n'en rapportent pas grand-chose au niveau ufologique parce qu'on n'a pas de détails, on n'a pas de couleur, on n'a pas de forme vraiment précise, etc. Ouais, 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 ouais. Sauf la production de ces deux phénomènes tout à fait étonnants, l'électricité statique et puis cette coupure du son, comme vous Ah dites. oui, c'était une coupure du son totale. À croire qu'on était sourd et muet et il y avait juste les yeux qui fonctionnaient encore. Oui, c'est fascinant. Effectivement. Là, j'étais un petit peu perturbé par cette vision parce que ayant été dans l'armée de l'air, je sais un peu tout ce qui vole, tout ce qui peut toucher au ciel à l'heure actuelle. Mais là, je sais ce que je n'ai pas vu. Oui, voilà. Je sais ce que je n'ai pas vu, je ne sais pas ce que j'ai vu. Ouais, ouais. La phrase est tout à fait correcte. Ouais, ouais. Christian Comtesse, une première pause et on se retrouve dans quelques minutes ensemble dans Les Aventuriers de l'étrange pour continuer à discuter avec vous. Je rappelle que vous êtes le responsable des repas ufologues à Strasbourg. On parlera d'ailleurs en fin d'émission des repas ufologues puisqu'il en existe également à Toulouse, évidemment à Paris, les repas ufologiques. Donc on donnera également un site internet sur lequel on peut se renseigner. Christian Comtesse, à tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les Aventuriers de l'étrange.
Christian Comtesse, responsable des repas ufologiques strasbourgeois, est en notre compagnie sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Si je puis me permettre une petite observation, Christian Comtesse, vous n'avez absolument pas l'accent strasbourgeois, hein? Non, je ne suis pas strasbourgeois. Pour la petite histoire, mon papa était militaire de carrière et puis on est tous nés dans des villes différentes. D'accord. Voilà. D'accord, je comprends tout à fait. Alors, Christian Comtesse, vous nous avez fait part de deux observations, enfin une observation pour le moins étonnante et une autre, un témoignage que vous avez recueilli, ce qu'on appelle dans le jargon des ufologues missing time, c'est-à-dire ce temps durant lequel bien on ne sait pas ce qui s'est passé. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, des crop circles. Et si j'ai bien compris, parce qu'on s'est parlé au téléphone, évidemment, avant l'émission de ce soir, vous travaillez dans le céréal, hein. Enfin, vous savez ce que c'est qu'un champ, quoi. Exactement. Ça fait moi, je suis retraité des houillères du bassin de Lorraine. Oui. Et pendant que je travaillais aux houillères du bassin de Lorraine, je donnais un coup de main dans une ferme. Et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Je continue toujours à donner un coup de main dans cette ferme. Donc, les céréales et les animaux de ferme ne me sont pas totalement inconnus. D'accord. Alors, on va parler donc avec vous des crop circles. Et là, effectivement, vous savez de quoi vous parlez, puisque les champs, vous savez ce que c'est, les céréales, évidemment aussi. Vous êtes passionné d'ufologie. Alors, j'en parlais en introduction dans cette émission sur l'indicatif, en disant que les crop circles, on sait raisonnablement que pour la grande majorité d'entre eux, peut-être allez-vous me dire le contraire, mais je vous pose la question, sont quand même d'origine humaine. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, une très très grande majorité des cas sont d'origine humaine, sont même commandés par les hommes pour diverses raisons. Ouais. Par exemple, je sais qu'en Angleterre, certains aéroclubs commandent des crop circles qu'ils font visiter ensuite par des gens qu'ils transportent. Pas bête. Voilà. Donc ils s'arrangent avec un agriculteur qui le dédommage. Ouais. L'agriculteur lui-même va mettre une petite boîte aux lettres pour pouvoir recevoir des subsides. Ouais. Et pendant ce temps, les passionnés du LM, les passionnés d'aviation, de vol à voile, etc., passeront au-dessus de ce crop circle pour prendre des photos, pour emmener les journalistes, pour un tas de raisons, et certainement pécuniaires. Ah bah évidemment, et puis c'est un bon business après tout, pourquoi pas. Ah ben pourquoi pas. Effectivement. Mais j'ignorais le coût de la boîte aux lettres dans le coin du champ pour mettre des sous, pour rémunérer, ou dédommager plutôt l'agriculteur, parce que là son champ est saccagé évidemment après. Ah ben oui, le pire c'est pas tellement que le champ est saccagé par le dessin lui-même. Si le dessin lui-même est fait à des périodes de croissance du blé ou de l'orge ou dans le cas de Sarrebourg par exemple du triticale, si c'est à une bonne période, ça se redresse légèrement et puis la moissonneuse peut quand même le prendre. Ah d'accord. Voilà. Donc mais dans la majorité des cas, le plus gros dégât qui sont faits, c'est par les visiteurs. Oui, ça ne me surprend pas du tout. Effectivement, je comprends ce que vous dites. Alors, quels sont quand même, avant de se pencher sur le cas du crop circle que vous avez vous-même enquêté, comment est-ce que on peut dire que tiens, celui-là, est indéniablement d'origine humaine, et un autre, on ne sait pas trop finalement. On va parler d'origine exotique. Allons-y. Dire que le tel crop circle est fait par des martiens ou par des gens des Pléiades ou des trucs comme ça, on en est loin. Oui. Bon, je suis d'accord. Il faut bien rester raisonnable. On sait qu'il y a des crop circles qui posent beaucoup plus de questions qu'on a de réponses. Ouais. Certains crop circles, par exemple, et c'est dommage que votre précédent invité qui a parlé des crop circles n'ait parlé que de ceux qui sont fabriqués par l'homme, avec des planches. Voilà, maintenant ils y mettent des chiffons autour pour éviter que ça esquinte les tiges de blé, ou par des rouleaux de jardin. Et puis il y a des méthodes que je ne vais pas développer ici. Il n'est parlé que de ça. D'accord. Sauf qu'il y a quelques crop circles qui posent des problèmes. Par exemple, il y a je ne vais pas vous donner de nom parce que d'abord je n'ai pas la mémoire des noms et des lieux, mais il y a certains crop circles où si vous rentrez dedans avec une boussole, vous n'arrivez pas à trouver le nord.
D'accord. par exemple. Mhm. Vous en avez d'autres, des fois même les mêmes, où la radioactivité est bien supérieure à la normale. Oui. Et puis il y a d'autres qui présentent des anomalies sur les tiges de blé, d'orge ou d'avoine ou de triticale comme céréales ou même de maïs, Mhm. qui présentent des anomalies qui ne sont pas qu'on peut pas reproduire en temps normal. Oui. On a parlé par exemple d'éclatement des nœuds. Ces éclatements des nœuds, dans les tests que j'ai pu faire dans mes propres champs, ils viennent au bout de 10 jours. C'est-à-dire les éclatements des nœuds. Parce que Alors, là, c'est-à-dire que les nœuds, les premiers nœuds de la céréale, Oui. au bout de 10 jours du traumatisme qu'a subi la plante, Mhm. le nœud éclate. Oui. Comme un grain de maïs Oui. que vous mettez dans une poêle. D'accord. Voilà. Le nœud, c'est le nœud qui se trouve sur la tige ou Alors vous avez 2 nœuds principaux et un troisième nœud secondaire. Mhm. Et en général, c'est le premier nœud principal qui éclate. D'accord. Alors ça, c'est le nœud éclate après que la tige ait été couchée, c'est-à-dire Voilà. après Une fois que la plante ait subi le traumatisme, Oui. au bout d'une dizaine de jours, pour un crop circle qui a été fabriqué avec planches et rouleaux de jardin, Oui. au bout d'une dizaine de jours, on voit les premiers nœuds qui éclatent. Et puis, au fur et à mesure des jours passants, ça devient de plus en plus important. D'accord. Seulement, il y a des crop circles qui sont découverts le lundi, alors que le dimanche, il n'y avait rien du tout. Par exemple, Et, oui. et le mardi, les nœuds sont déjà éclatés. Et ça, on n'a pas de moyen, sauf de prendre ces tiges de blé Oui. et de les mettre dans un micro-ondes. Vous D'accord. les mettez pendant 3 minutes dans un micro-ondes et ils éclatent. D'accord. Donc, est-ce que c'est la méthode utilisée ? On ne sait pas vraiment. Mhm. Mhm. Voilà. Mais alors, une question quand même qui me turlupine, c'est est-ce qu'il y a une différence visible ? Je veux dire, là, vous nous avez parlé de ce qui est mesurable, hein, boussole, compteur Geiger pour la radioactivité, et puis mesurable biologiquement, c'est-à-dire sur la plante, l'effet direct sur la plante. Bien. Est-ce que le fait qu'un crop circle, ça, un très beau dessin, sophistiqué, très géométrique, est-ce que ça, on peut du prime abord dire, oula, ça c'est d'origine humaine, sans contestation possible, ou l'aspect visuel n'a rien à voir? Non, l'aspect visuel n'est pas le primordial dans cette histoire. Ouais. Parce que de très beaux crop circles peuvent être faits par les hommes, Ouais. et c'est pas une question de beauté ou artistique qui rentre en ligne de compte. Ouais. Vous voulez dire que des crop circles sophistiqués posent problème? Oui, il y a certains crop circles qui sont plus ou moins sophistiqués, qui posent des problèmes. Mhm. Qui posent des problèmes justement avec le champ magnétique, avec la radioactivité, Ouais. et puis avec ces modifications des plantes. Les plantes ont une modification. Par exemple, quand moi j'ai fait mes tests dans mes propres champs, suivant la croissance de la plante, si la plante est trop lourde, il n'y a que la tête qui va se relever vers le ciel. Et elle va continuer à pousser verticalement. Or, dans certains crop circles, on s'aperçoit que la plante continue à pousser, mais horizontalement, ce qui est absolument anormal. D'accord. Et là, on peut me dire tout ce qu'on veut. Je ne vois pas quels moyens peuvent utiliser des personnes pour obliger une plante à pousser horizontalement sur des grandes surfaces. Ouais. 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 Sur une petite surface, on peut encore penser qu'ils vont mettre une glace, une vitre ou n'importe quoi, ou je sais pas. Mais sur des surfaces d'un hectare, par exemple, Ouais. ou de 70 arts comme le crop circle de S, je ne vois pas comment ils pourraient faire. Ouais. Est-ce que, admettons, sans avoir une idée précise du chiffre, mais approximative pour qu'on comprenne bien, sur une centaine de crop circles, quel est le pourcentage en moyenne de crop circles d'après vous qui posent vraiment des problèmes? Bon, il y en a 4 ou 5. Il y en a 4 ou 5, peut-être un petit peu plus, mais c'est très infime pas quand plus même. que ça. D'accord, c'est très infime. Donc par rapport aux autres crop circles que l'on peut apercevoir dans différents pays. Puisqu'on parle de pays justement, ces crop circles, on a l'impression qu'ils interviennent essentiellement en Angleterre. C'est une impression ou est-ce réel? Non, il
y en a dans le monde entier, mais bon, en Angleterre, c'est un pays qui présente beaucoup de monolithes et de stalles, je sais plus comment on appelle ça, des champs de mégalithes. Il y a Stonehenge par exemple, ouais. mégalithique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Et il y a aussi des endroits où l'armée est très présente. Mm-hmm. Et on s'aperçoit que dans des zones surveillées par les militaires, il y a quand même des crop circles. Mm-hmm. Alors qu'aucune personne n'a pu être détectée à ces endroits-là. Ouais. C'est fou parce que je pense justement à un crop circle qui avait la tête d'un alien. Et le message qui avait été envoyé, qui semble avoir été envoyé par ce crop circle, mm-hmm. était la réponse à un message que des enfants russes devaient envoyer et qu'ils avaient fait en grand secret. Et le crop circle est arrivé en même temps que le message est parti. Mm-hmm. Ça, pour vous, ça vous semble être... Ça me semble curieux. Ça me semble bizarre. Ça me semble étrange. Ouais. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas encore à saisir dans ce genre de crop circle. Ouais. Une question concernant les crop circles et les éléments quantifiables dont vous nous avez parlé tout à l'heure, boussole, radioactivité, observation biologique sur les plantes. Est-ce que, je sais que c'est extrêmement difficile finalement à faire puisque par essence on ne sait pas quand et où va apparaître un crop circle. Mais est-ce que par hasard ces perturbations dans le champ électromagnétique, ces perturbations avec le quantifiable avec le compteur Geiger, donc concernant la radioactivité, auraient pu se trouver présentes avant même le crop circle? Qu'en pensez-vous? Ah, ça c'est possible. Le problème c'est que c'est vraiment limité au crop circle et pas au reste du champ. Ah oui, c'est-à-dire que c'est limité à l'intérieur dans le dessin. Ouais. Et pas au reste du champ. Alors qu'on ne me dise pas que des personnes un peu sensées vont transporter des éléments radioactifs pour augmenter la radioactivité. Mmh. Ces gens sont quasiment certains de mourir parce que la quantité qu'il faudrait de poussière ou de matériaux radioactifs dans une voiture, ça peut tuer tous les occupants. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a encore d'autres éléments de recherche au niveau électromagnétique. Mm-hmm. Mais là je m'étalerai pas trop parce que les gens qui font ces recherches veulent avoir un petit peu de secret là-dessus, parce qu'ils arrivent quand même à déceler la quantité de perturbations électromagnétiques. Bon, on va faire une pause, Christian Comtesse, et tout de suite après, vous allez nous parler du crop circle sur lequel vous avez enquêté. C'est en 2007, c'est tout récent. Il s'est produit dans votre région et vous avez mené une enquête. On va en parler avec vous dans quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Christian Comtesse, responsable des repas ufologiques strasbourgeois, est mon invité ce soir sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons des crop circles, vous savez, ces traces magnifiques qui apparaissent dans les champs de céréales de temps en temps. Christian Comtesse, vous êtes strasbourgeois, je l'ai dit. Vous avez eu l'occasion d'enquêter sur un crop circle qui s'est produit dans votre région cette année. Racontez-nous comment est-ce qu'on vous a mis au courant, où est-ce que c'était. Racontez-nous ça. Alors, Anne, qui s'occupe de Culture Crop, c'est un site internet spécialisé dans les crop circles, oui. A reçu un message d'une personne habitant le petit village de S, ça s'écrit H-E-2-S-E, oui. Qui se trouve à quelques kilomètres de Sarrebourg, et lui expliquant que dans un des champs de la commune, il y avait un crop circle. Là-dessus, Anne me prévient immédiatement par email, et je me rends sur les lieux quasiment immédiatement. Oui. Première chose que je fais, je vais d'abord voir le propriétaire du champ, l'agriculteur en question, et je commence à discuter avec lui. Je passe pratiquement 1h30 à discuter avec lui, et ça l'embêtait bien un peu cette histoire parce que c'était de la publicité vraiment pour rien. Ouais. Et je lui demande la permission d'aller sur les lieux. Il m'a pas fallu 5 minutes pour me rendre compte que c'était un gros canular
parce que les stigmates qui se trouvaient en place, déjà je savais que les gendarmes étant intervenus quelques heures plus tôt avaient découvert des traces, dont un briquet. Ah oui. Dont un briquet. Bon, des fois on trouve des canettes dans les crop circles, on trouve un tas de choses. Bon, là les gendarmes, c'est eux-mêmes qui ont trouvé un briquet. Ouais. Et je vais donc sur les lieux et puis je me rends compte que ils ont même un peu innové, ces gens-là, parce que ils ont utilisé une technique un peu différente pour planter leurs piquets pour faire les cercles. Voilà. Ah bon, c'était pourquoi? Quelle est la technique traditionnelle? J'ai envie de tout savoir parce que je trouve ça tellement passionnant. Ils prennent un piquet d'une certaine hauteur et ils accrochent une ficelle après et puis le monsieur qui se trouve au bout, il commence à faire le premier tour. Une fois que le premier tour est terminé, ensuite ils continuent à faire leur cercle en écrasant les blés, en se basant sur ce premier tour. D'accord. Il suffit d'un petit peu d'organisation et on arrive à faire un crop circle assez simple. D'ailleurs, celui de S est assez simple à faire. Ils se sont servis de 3 cercles principaux, d'un grand cercle aussi. Je veux dire que ils se sont servis d'un très grand cercle au début. Et ensuite, ils ont fait 3 petits cercles à l'intérieur et ils ont ensuite dessiné l'espèce de S. Alors S, le S dans le village de S, ça prête à confusion. Alors il faut dire quand même que dans cette affaire, quelques heures plus tôt, le dimanche, le crop circle a été fait dans la nuit de samedi à dimanche. Et le dimanche, un ULM a été en difficulté et s'est posé dans un champ voisin de ce crop circle. Donc on s'est déjà demandé qu'est-ce qu'il faisait à cet endroit-là pour avoir été suffisamment pris du sol et avoir été pris par des ascendants pour être obligé de se poser. Là, les gendarmes sont intervenus et c'est justement quand l'agriculteur s'est rendu sur place pour voir les dégâts qu'avait fait l'ULM qu'il a remarqué la présence de ce dessin. D'accord. Et artistiquement, est-ce que c'était beau? Ah ben écoutez, voilà, là j'ai des photos devant mon écran, là, effectivement de loin, c'est pas vilain, c'est un espèce de S comme ça avec un trou central, c'est pas vilain, c'est artistiquement, il y a d'ailleurs une photographe qui était sur les lieux lorsque je suis venu enquêter, qui a pris des photos et qui a dit que c'était assez bien fait. Mais quand on y regardait de plus près, bon, ils ont un peu, disons, salopé le boulot. Peut mieux faire, quoi, donc vraiment. Disons qu'il peut mieux faire. Mais il faut savoir aussi que 2 années auparavant, dans des champs voisins de celui-ci, il y avait eu des tentatives qui avaient été faites. Et je suppose, à mon avis, que ce sont les mêmes qui ont commencé à s'entraîner il y a 3 ans pour en arriver vers celui-ci, donc le 27 mai, dans le petit village. Là. Oui. Donc, finalement, ça a été une affaire que vous avez classée très rapidement. Très rapidement, et puis l'agriculteur a bien entendu déposé plainte, parce qu'il y a quand même, il faut le dire, il y a quand même 1 tonne de grain qui est par terre. Le triticale, c'est une très grande céréale qui peut mesurer jusqu'à 1,50 m, un petit peu moins d'1,50 m, où les épis sont très lourds. C'était proche de la récolte. En plus, C'était tout proche de la récolte. Et c'est un hybride de blé et de seigle. Alors le paysan plante cette céréale pour la nourriture des animaux et pour la paille. Et effectivement, le triticale, c'est celui qui produit le plus de paille par rapport aux orges et au blé traditionnels. Donc ce qui fait que pour lui, le manque à gagner était énorme quand même. Le manque à gagner, c'est pas tellement le dessin, parce que le dessin, il fait 70 arts. Si personne n'avait marché dedans, il y aurait peut-être eu encore la possibilité de le récupérer. Mais là, il y a pas la possibilité. Il était trop proche de la moisson pour pouvoir récupérer ces 70, parce que ça fait quand même 1 tonne de grain qui est par terre, quoi. Et le pire, c'est que maintenant j'ai eu la possibilité d'avoir des photos aériennes du crop circle il y a 2 jours. Il faut voir les dégâts qui sont faits par les gens qui viennent voir. Ils traversent carrément le champ en travers, et puis il y a les doudingues qui sont là, et
je vous dis pas un peu tout ce qui peut se passer dans ce truc-là. Et on a beau leur dire, mais c'est un faux, c'est des gars qui ont fait un canular et ils sont quand même là. Oui, malheureusement, ça ne pourra pas l'empêcher, effectivement. Est-ce que vous avez eu l'occasion, Christian Comtesse, d'enquêter sur d'autres crop circles? Non, moi je n'ai pas enquêté sur d'autres crop circles. J'ai fait des essais dans mes propres champs. J'ai cultivé des graines d'autres crop circles qui sont venus d'Angleterre. Oui. Je les ai semés pour voir un peu la différence qu'il y avait, en prenant des grains de l'intérieur du crop circle, des grains de l'extérieur du crop circle, et des grains test. Oui. Donc mes propres grains à moi, et j'ai fait donc 3 parcelles de terrain que j'ai ça faisait pas des hectares, c'était une histoire de 4 ou 5 arts de terrain. Oui, quand même. Oui. Bon, c'est pas énorme, hein. Et on voit très bien la différence. Il faut dire que c'est justement, ça venait d'un des crop circles qui nous posait problème. Alors, on va reprendre ça depuis le début. Vous avez réussi à vous procurer donc d'un crop circle en Angleterre, oui, des grains qui ont été prélevés à l'intérieur du crop circle, oui, un autre lot de grains provenant du même champ mais à l'extérieur du crop circle, exact, c'est ça. Et vous avez vous-même pris donc le même type de grains, mais chez vous, c'est-à-dire des grains témoins, quoi. Voilà. Bien. Il n'était pas de la même variété. C'était pas la même variété parce qu'il y a une variété, il y a des variétés multiples dans le blé. Oui. C'était pas la même variété, mais il fallait que j'ai quand même un test quelque part. Donc comme je disposais pas de la même variété de grains, j'ai dû prendre ce que j'avais sous la main. Oui. Bon, déjà scientifiquement, là, il y a une faille. Alors, je ne savais pas quand j'ai reçu ces grains lesquels étaient de l'intérieur et lesquels étaient de l'extérieur. Et je ne voulais pas le savoir. Celui qui me les a envoyés m'a envoyé 2 groupes avec A et B. Voilà. Donc je ne savais pas lequel était de l'intérieur et lesquels étaient de l'extérieur. Ça, c'est une très bonne chose. D'accord. Voilà. D'accord. Donc j'ai semé les 3 lots en de grains. question. Voilà. Les 3 lots de grains. Je les ai traités tous les 3 de la même façon, c'est-à-dire que j'ai mis exactement les mêmes engrais, j'ai mis exactement les mêmes traitements. Nous ne faisons pas, nous particulièrement, de traitement pesticides, donc nous ne mettons que du phytosanitaire, mais pas de pesticides. Donc ils étaient élevés de la même façon. Est-ce que l'ensoleillement était le même pour les 3? C'était 3 morceaux, c'était une parcelle que j'ai divisée en 3. D'accord. C'était exactement au même endroit. Il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait rien. D'accord. Donc, vous les avez plantés, même conditions de culture, même ensoleillement. Oui. Vous ne saviez pas quels étaient les grains provenant de l'intérieur du crop circle et les grains provenant de l'extérieur. Vous aviez en revanche, vous saviez où était votre parcelle témoin. On est d'accord. Et alors maintenant, qu'est-ce que ça a donné? Parce que vous avez dû surveiller l'évolution au fur et à mesure, évidemment. Ah ben oui, effectivement, j'ai surveillé au fur et à mesure. Les premiers apparus étaient les grains qui étaient à l'intérieur du crop circle, c'est-à-dire une fois que j'ai semé, les premières plantes qui sont sorties, en majorité, étaient de l'intérieur du crop circle. Les seconds qui sont apparus, c'était ceux qui étaient à l'extérieur. Donc ça joue certainement sur la variété. Et les troisièmes apparus, c'était mes propres grains. Ensuite, pendant, disons, toute la croissance jusqu'à 2 feuilles, c'est-à-dire que l'épi du blé se trouve à l'intérieur de la tige centrale. Et au bout d'un moment, cette tige centrale se fend et l'épi apparaît, ou ce qui va devenir l'épi avec les grains apparaît. D'accord. Bon. Jusqu'à cette période-là, on avait une croissance quasi identique. Une fois que les grains sont apparus, on avait dans les grains qui étaient de l'intérieur du crop circle environ 30% de croissance en rapidité plus importante. Ah, quand même. Oui. Ensuite, nous mesurons le poids aux 1000 grains, c'est-à-dire, ça veut dire ce que ça veut dire, nous prenons 1000 grains, il faut compter 1000 grains et on pèse. D'accord. Et le rendement était 30% supérieur dans celui qui était à l'intérieur du crop circle. Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que je suis en train de vous dire, mais on a un crop circle où on est quasiment certain que c'est pas fait avec des planches et des ficelles. D'accord. Par quoi c'est fait, par qui c'est fait, on ne sait pas.
on prend des prélèvements de grains, on les plante et ils ont 30% de rendement supplémentaire. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais il y a des gens qui sont en train de chercher. Pourquoi ? Ouais. L'expérience que vous avez menée, même si sûrement peut-être elle comporte des failles purement scientifiques, parce que tout simplement vous n'êtes pas un scientifique, je n'en suis pas un, et si je monte une expérience, même en étant très précautionneux, en faisant gaffe, je commettrai sûrement des erreurs de débutant, mais est-ce que vous avez eu la possibilité de rédiger un compte-rendu ? Parce que ça paraît intéressant comme document quand même. Ben non, je n'ai pas fait parce que ça ne s'est pas fait dans des conditions optimum. Je n'ai pu que constater à la fin ce qui s'est passé. Il aurait fallu que je fasse tous les 2-3 jours des prélèvements, que je les fasse analyser. Ça coûte un argent fou. Ouais. Je n'ai pas les moyens non plus de me payer ce genre d'expertise. Ah, complètement, j'imagine. Bon. Mais au moins un compte rendu donnant les résultats là que vous avez. Le compte rendu, je viens quasiment de vous le faire. Ouais. Parce qu'il n'y a pas plus à dire. On constate ce qui se passe. À culture égale, on a 30% de grains supplémentaires, de rendement supplémentaire dans le crop circle. On a à peu près 18% par rapport aux témoins. Ouais. Et mes grains témoins, qui étaient d'une autre variété, un peu plus petite, avaient encore 10% de moins de rendement par rapport aux plantes qui étaient à l'extérieur du crop circle. Ouais. Et ça nous pose des gros problèmes parce qu'on voudrait bien essayer d'aller d'approfondir un peu plus cette histoire. Et là, il faudrait des moyens et des scientifiques. Et il faudrait des moyens et des scientifiques. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il n'y en ait pas. Je ne suis pas sûr qu'il n'y en ait pas. Il y a certains noms qui reviennent régulièrement et qui travaillent sur le sujet. Bien. Christian Comtesse, nous allons faire une pause et on va se retrouver dans quelques minutes pour continuer à découvrir avec vous sous un nouvel angle ce dossier des crop circles dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Christian Comtesse, responsable des repas ufologiques strasbourgeois, est mon invité ce soir dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour parler des crop circles. Christian Comtesse, avant de parler des repas ufologiques quand même, parce qu'il faudra quand même en dire deux mots, essayons, parce qu'on ne peut pas apporter de réponse définitive, ni de refermer le dossier définitivement. Le dossier des crop circles, on ne pourra le refermer que temporairement. Votre opinion, vous avez mené cette expérience, qui vaut ce qu'elle vaut, certes, mais qui a eu des résultats pour le moins intéressants. Bien. Votre opinion, vous, ce serait quoi ? Parce que vous privilégiez évidemment une hypothèse par rapport à d'autres, j'imagine. Ben, écoutez voir, ça me semble assez difficile à donner une hypothèse. C'est un sujet qui me pose beaucoup de problèmes à moi aussi. Parce que je suis de la terre, je connais un peu les plantes, je connais un peu leurs réactions. Tout ce qui se passe actuellement dans certains crop circles, c'est vraiment très étrange. Alors, est-ce qu'ils ont été manipulés magnétiquement parce que ces crop circles, dans la circonférence d'un cercle, par exemple, sont parfaits. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tracé au compas. Ouais. Alors que dans le crop circle de S, quand on est sur place, on voit très bien que les gars, ils ont fait un peu n'importe quoi. Mais il y a peut-être en même temps, comme partout chez les êtres humains, des bons, des moins bons et des très très bons. Des gens qui sont vraiment à la pointe de leur technique, pourquoi pas ? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais à ce moment-là, les anomalies, comment ils font pour les faire ? Exact. Le changement du champ magnétique, comment ils peuvent le faire ? Ouais. L'augmentation de la radioactivité, comment ils peuvent le faire ? Donc, est-ce qu'il y a des rayonnements qui sont utilisés ? Est-ce que c'est peut-être simplement l'armée, mais je ne vois pas pourquoi l'armée ferait des crop circles dans des champs anglais en pleine nature, alors qu'ils ont des terrains de centaines d'hectares où ils peuvent faire la même chose. Tout à fait. Et cacher de tout le monde.
Mais C'est tout ça qui rentre en ligne de compte. ouais, dites-moi, Christian Comtesse, une idée me vient à l'esprit. Vous allez me dire si elle vaut quelque chose. En tout cas, je vous la livre. J'ai envie de réaliser un crop circle. Bien, je me documente, je regarde au niveau technique, comment réaliser, et je veux que ce soit vraiment le top du top, le fin du fin. Je vais évidemment choisir un champ. Oui. Mon champ. Et si je veux qu'il soit vraiment bien réalisé et qu'il pose question, je vais me balader avec ma boussole et mon compteur Gégère à travers champ, regarder jusqu'à ce que je trouve un lieu où le compteur Gégère réagit. Là, compteur Gégère, pour ceux qui ne savent pas, c'est la radioactivité, et où ma boussole commence à s'affoler. Et à ce moment-là, je décide que c'est là que je vais faire mon crop circle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben là, vous allez tomber dans des champs. Effectivement, il peut y avoir des champs dans le sous-sol. Oui. Renferme un peu plus de fer, ou n'importe quel élément qui puisse éventuellement perturber le champ magnétique. Mais pas à ce point-là. Jamais au point où vous en arrivez, ou alors en de très très rares endroits. Et je pense pas que tous les crop circles sont faits dans des endroits bien spécifiques. Mais il se peut, ça c'est possible. Que le rayonnement, comment on disait, la radioactivité. Que la radioactivité soit un petit peu plus élevée à certains endroits qu'à d'autres, c'est possible, mais pas dans ces quantités-là. C'est toujours la même chose. On arrive à tomber sur des lieux où le champ magnétique peut être perturbé, mais pas aussi fort que dans certains crop circles. Ouais. Ce sont vraiment des degrés qui sont anormaux. La radioactivité, pareil, ce n'est pas mortel pour l'homme, ce n'est pas trop dangereux, mais c'est anormal. Oui. Et là, ce genre de lieu, je ne pense pas qu'on puisse en trouver dans la nature comme ça, surtout sur des terrains qui sont travaillés régulièrement. Oui, oui. Mais alors, autre hypothèse maintenant, admettons que ces crop circles dont on parle depuis presque une heure maintenant soient d'origine entre guillemets exotique, ou on ne sait pas du moins qui les fait et pourquoi. Est-ce que il y aurait des messages, des codes que l'on pourrait déduire de ces crop circles, à votre avis? Le seul message que j'ai à ma connaissance, c'était cette histoire que je vous ai racontée en début d'émission, où une réponse a été donnée avant que la question soit posée. Et on se demande comment, on se demande pourquoi, parce que le reste des crop circles, c'est du sous-entendu, on dirait qu'on est en train d'essayer de décoder quelque chose qu'on n'arrive pas encore, comme des hiéroglyphes ou des trucs comme ça, qu'on a mis très longtemps avant de pouvoir les déchiffrer. Et il se peut que ce soit quelque chose comme ça. Mais là, j'avoue que je ne suis pas suffisamment spécialiste pour vous donner une réponse concrète à cette question. Oui, je comprends tout à fait. En tout cas, les gens qui s'amusent maintenant à faire les crop circles, là, comme en Angleterre, alors, il faut quand même dire qu'en Angleterre, une simple amende ne dissuade pas. Parce que c'est ce qu'ils risquent en Angleterre. Oui, et puis l'anglais est joueur, quand même. Et puis l'anglais est un peu joueur. Par contre, en France, moi j'aurais un conseil à donner à ceux qui ont fait le crop circle de Sarrebourg. Je leur conseillerais vivement de se rendre à la gendarmerie et d'aller expliquer, histoire juste de proposer, disons, un dédommagement à l'agriculteur avant que le procureur de la République n'entre en jeu. Oui. Parce qu'ils sont repérés. Je pense que les gendarmes sont derrière eux. Il manque pas grand-chose pour qu'ils les découvrent. Et les lois qui régissent la nature en France datent de Napoléon. Je vous donne pour exemple les peines qu'a encouru José Bové quand il a saccagé les champs transgéniques. Jusqu'à 1 an de prison ferme, oui, tout à Voilà, fait. et lui encore, il avait une raison. C'est-à-dire que on pouvait lui prétexter, lui donner l'excuse d'être contre les OGM pour avoir agi comme ça, d'accord. Pour avoir détruit. Donc c'était disons une circonstance atténuante. Mais là, ces gens-là, ils n'ont pas de circonstance. C'est juste un jeu. C'est juste pour saccager. Ouais. Et alors je voudrais quand même que s'ils m'entendent là, ils se renseignent auprès d'un avocat et qu'ils lui demandent qu'est-ce qu'ils risquent. Et ils vont être très très surpris.
L'appel est lancé, en tout cas, Christian Comtesse, et on comprend tout à fait votre colère, d'autant que vous, le monde des céréales et des céréaliers, des agriculteurs, vous savez ce que c'est. Tout à fait. On ne plante pas nos hectares d'orge, de blé et d'avoine pour voir des espèces de margoulins venir nous les écraser. Ça, c'est certain. Vous avez tout à fait raison. Christian Comtesse, il nous reste pas beaucoup de temps et j'aimerais qu'on le consacre au repas ufologique si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non. Je me doutais de la réponse un peu. Alors, Christian Comtesse, donc vous êtes responsable des repas ufologiques à Strasbourg. Il faut dire qu'il y a plusieurs clubs de repas ufologiques en France. Alors, ce n'est pas plusieurs clubs. C'est les repas ufologiques français. Oui. L'instigateur des repas ufologiques français, je crois que vous l'avez reçu dans votre émission, c'est Gérard Lebas. Bien sûr. Qui depuis 20 ans a fait ces repas plus ou moins régulièrement, etc. Et puis, il y a quelques années, Gérard Lebas m'a contacté, et puis c'est parti d'une boutade. Eh ben, t'as qu'à en faire un à Strasbourg. Moi, je me suis dit, écoute, chiche. Et puis, 4 semaines après, le repas était organisé. Et il m'a embarqué dans un train et je ne suis pas encore descendu. Alors, il y a des repas ufologiques également à Toulouse. Oui. Parce que nous sommes quand même dans notre grand sud. Ah, mais attendez voir, tiens, à propos de Toulouse, le 20 juin, vous allez recevoir Monsieur Jean-Jacques Velasco. Ah oui, à Toulouse, enfin au repas ufologique. Au repas ufologique toulousain, il y aura Monsieur Jean-Jacques Velasco qui sera là. Oui, qui a écrit un bouquin dernièrement d'ailleurs. Voilà, qui est l'ex-patron du CEPRA. Exact, qui continue toujours à travailler au sein du CNES, du Centre National d'Études Spatiales. Les repas ufologiques, franchement, en essayant de regarder ça, je me fais l'avocat du diable. Hein. Dites-moi. On se dit, bon, ils sont gentils, c'est une bande d'amateurs, plus ou moins documentés, qui discutent entre eux et qui se font monter la mayonnaise entre eux jusqu'à en arriver à croire à des choses finalement assez improbables. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais d'abord, on fait pas monter la mayonnaise. Non, déjà il y a ça. Ensuite, on est des gens. Est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un qui ait des problèmes d'élocution ou qui ait un langage un peu farfelu? Non. Je reste très terre à terre. Moi, j'ai fait plusieurs observations personnelles et je ne me sens pas du tout, mais alors pas du tout, investi d'une certaine mission pour sauver le monde. Non, non. Il y a des gens qui viennent me voir. J'ai vu des lumières dans le ciel. Mais ça peut pas être des avions, ça peut pas être ceci. Le fait qu'ils me disent, qu'ils me racontent leur histoire, il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets pour qu'on puisse faire une enquête sérieuse. À ce moment-là, je leur serre la main et je leur dis, monsieur, bienvenue au club. Vous êtes un de plus. Voilà. Ouais. Et c'est pas plus difficile que ça. Seulement, il y a des gens qui ont vu des trucs qui sont perturbants, comme l'histoire que je vous ai racontée au départ. Ah, tout à fait. Là, pour le moins. Et qui n'osent pas aller à la gendarmerie parce qu'effectivement, il y a le rictus au coin des lèvres, qui n'osent pas en parler à leurs voisins parce qu'ils vont être pris pour des fous, alors que chez nous, bien souvent, ils viennent à un repas, ils viennent à 2 repas, et au 3e, ils se livrent. Ouais. Je demande jamais le nom des personnes qui sont là. Je ne demande jamais ce qu'ils ont vu. On ne va pas leur sauter dessus en leur disant qu'est-ce que t'as vu. Non. Ouais. Ils racontent quand ils sentent qu'ils ont besoin ou envie de raconter. Tout à fait. Et en plus de ça, ça me permet aussi, ceux qui sont un peu plus aguerris, de parler d'ufologie, de parler des nouvelles, de ce qui se passe un peu, du CNES qui est actuellement un leitmotiv qui revient régulièrement avec la mise en ligne des comptes rendus. Des archives, oui, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et puis de temps en temps, nous recevons des personnes qui travaillent dans le milieu ufologique, comme M. Jean-Jacques Velasco, comme M. Thierry Pervidic. Et puis comme à Colmar, mardi prochain, Monsieur Jean-Claude Bourret. Très bien, oui. Et les repas ont lieu partout en France à un rythme d'un par mois, je crois. Pas tous. Il y en a qui sont tous les 2 mois, d'autres qui sont tous les mois. Moi, j'organise mes repas tous les mois, mais on commence déjà à être quand même, je suis en train de compter là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 avec le Québec, Montréal, Grand-Mère et Rimouski au Québec, qui sont en train là aussi d'organiser des repas ufologiques.
Très bien. Christian Comtesse, pour conclure, un site internet où l'on peut retrouver les informations, que l'on habite le Sud-Ouest, comme c'est le cas des 3/4 de nos auditeurs, même si vous nous avez dit que je suis très écouté dans l'Est de la France, et vous m'en voyez ravi, mais un site internet où on peut retrouver les informations de manière générale? Alors, lesrepasusphologiques.com, et entre chaque mot, vous mettez un tiret. lesrepasusphologiques.com, entre chaque mot, un tiret. Voilà. Et là, on a les informations globalement sur toute la France. Vous avez toutes les informations sur tous les repas ufologiques qui existent en France. C'est le site internet qui est géré par Gérard Lebas, et qui retranscrit régulièrement tous les comptes rendus de chaque repas ufologique en France et au Québec. Ouais, avec un numéro de téléphone pour si on passe à Strasbourg, par exemple, si on passe à Paris, si on passe... Mon portable, c'est le 06 80 20 13 62, où je réponds régulièrement, non seulement à des personnes qui ont fait des observations, mais aussi à ceux qui sont intéressés par les repas ufologiques. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour votre gentillesse, Christian Comtesse. C'est moi qui vous remercie, et puis je me permets de vous donner mes félicitations pour le genre d'émission que vous faites, parce que vous êtes peu nombreux. C'est très gentil à vous, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée en tout cas. Au revoir. Au revoir.